Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Et tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le studio de Radio J Maya Termination de la section Viso à Vive. Maya, bonjour. Bonjour Lise. Alors, aujourd'hui, nous avons une invitée. Oui, tout à fait. Mais avant de présenter notre invitée, qui est donc la psychothérapeute Emmanuelle Piquet, je voulais, Lise, savoir si vous aviez vu la mini-série Netflix qui s'appelle Adolescence. Eh bien, pas encore, mais j'en rêve, donc je vais finir par la voir. Oui, parce qu'en fait, depuis sa mise en ligne sur Netflix, cette mini-série britannique bouleverse autant qu'elle interroge. Non, j'ai vu un épisode. Voilà. Ouais. Cette série, elle raconte le glissement silencieux de Jamie. Jamie, qui est un garçon de 13 ans, accusé d'avoir tué l'une de ses camarades. Et alors, au cours de la série, on découvre que Jamie était victime de harcèlement. Et puis, c'est dans l'épisode 2, on touche également du doigt la mécanique du harcèlement qui est installée vraiment dans son collège. Alors, ce qui est aussi très effrayant, c'est qu'il apparaît que les parents ne voient pas du tout ce qui se passe juste sous leurs yeux. Donc cette notion de harcèlement, elle était quasi absente du débat public il y a 15 ans. Mais depuis 2019, plusieurs suicides de jeunes victimes de harcèlement ont été médiatisés. Alors de quoi parle-t-on précisément ? Selon une enquête conduite par le ministère de l'Éducation nationale sur le harcèlement à l'école, on a 19% des écoliers, donc CE2 à CM2, 6% des collégiens et 4% des lycéens qui pourraient être donc, ce qu'ils appellent dans une situation à surveiller, donc en termes de harcèlement. Alors, comment agir efficacement contre le harcèlement, tant au niveau individuel et collectif ? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Emmanuelle Piquet, qui est thérapeute, maîtresse de conférences à l'Université de Liège et fondatrice du regroupement A180°, qui rassemble une quarantaine de thérapeutes systémiciens selon l'école de Palo Alto. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Bonjour. Alors Emmanuelle, tout d'abord, quand on parle de harcèlement scolaire, dites-nous un peu de quoi on parle et quelle forme cela peut prendre. Alors, on parle en fait, en tout cas d'un point de vue systémique, d'une escalade complémentaire entre un enfant ou un groupe d'enfants, souvent mené par un leader, qui est de plus en plus en position haute, en position d'emprise, en position de puissance. Et de l'autre côté de cette interaction, un enfant souvent seul qui est de plus en plus en position basse, en position recroquevillée, en position de souffrance immense en fait. Et c'est cette escalade complémentaire qui décrit bien au fond le phénomène du harcèlement. Alors, ça peut prendre en effet plusieurs formes, et ce qui est intéressant dans votre question, c'est que il y a des singularités assez modernes, c'est-à-dire que on a évidemment les moqueries, les insultes, le racket, même à certains moments la violence physique, bien entendu, et de plus en plus, nous en tout cas depuis 5 ans, c'est ce qu'on constate dans notre clinique, dans nos consultations cliniques, c'est une forme d'invisibilisation, c'est-à-dire en fait des enfants qui sont pas forcément très agressés, c'est pas très explicite, c'est même pas très hostile, c'est plutôt une espèce d'indifférence glaciale, collective, qui fait que ils mangent tout seuls le self, ils sont évidemment invités à aucune soirée ou aucune fête d'anniversaire, et par exemple pour les travaux de groupe, les enseignants constatent qu'en effet personne ne les prend jamais dans les groupes. Et cette forme-là de harcèlement, parce que ça génère exactement la même souffrance que les moqueries ou les insultes, elle est très moderne et elle est très problématique. Pourquoi ? Parce qu'elle échappe parfaitement au radar des adultes. C'est-à-dire que on ne peut pas forcer un enfant à en aimer un autre, on ne peut pas forcer un adolescent à être en interaction avec un autre, et en plus ça ne se voit pas, cette invisibilisation, pas forcément. Oui, et puis j'imagine que du point de vue même de la justice, parce qu'il y a des cas de harcèlement qui terminent devant la justice, on voit mal un tribunal accuser un enfant d'en ignorer un autre. Donc c'est assez complexe, effectivement. C'est pernicieux. Oui, tout à fait. Oui. Alors, est-ce qu'il existe des caractéristiques communes aux enfants harcelés, au-delà de l'imaginaire du premier de la classe harcelé, qu'est-ce que ça laisse comme trace, et est-ce qu'un enfant harcelé deviendra un adulte harcelé? Parce que finalement, on parle d'enfants, mais les choses peuvent peut-être changer en grandissant.
Oui, alors ça fait beaucoup de questions. Je Oui, vais alors essayer. on reprend. Non, Donc, non, non, les caractéristiques communes, allez-y. oui, donc non, il n'y a pas de profil type d'enfant harcelé, tout comme il n'y a pas d'ailleurs de profil type d'enfant harceleur. Donc ça, c'est très intéressant à bien comprendre pour nos auditeurs, c'est que au fond, tous les enfants peuvent être harcelés et tous les enfants peuvent devenir harceleurs. Je suis navrée parce qu'on aimerait bien qu'il y ait des prérequis et des choses pour pouvoir, mais en fait non, pas du tout. Ceci étant dit, la caractéristique commune que nous trouvons nous en consultation chez les enfants harcelés, qui sont ceux que nous recevons, puisque nous recevons les enfants en souffrance, c'est-à-dire les enfants harcelés, ils sont souvent à cette période-là de leur vie, ou juste en amont des faits de harcèlement, dans une période de vulnérabilité, c'est-à-dire de fragilité repérable par les autres préadolescents, écoliers ou collégiens et lycéens, repérable à la posture. Ils ont un radar tout à fait singulier là encore pour en effet percevoir quel enfant est vulnérable, parce que évidemment les enfants, les adolescents harceleurs ne vont pas s'en prendre à n'importe quel type d'enfant. Ils perçoivent quelque chose, et donc s'il devait y avoir un point commun entre les enfants harcelés d'une façon générale, c'est en effet cette vulnérabilité. Or, n'importe qui peut être vulnérable à un instant T. N'importe qui dans sa vie, que ça soit durable ou pas. Et donc c'est la raison pour laquelle en effet n'importe quel enfant peut être harcelé. Oui, parce que dans une de vos vidéos, parce que je ne l'ai pas dit en introduction, mais sur votre compte Instagram, il y a quelques vidéos où vous racontez des enfants que vous recevez en consultation, et il y a un enfant qui est harcelé et vous lui dites, mais si je demande à tes parents de te changer de collège, qu'est-ce qui me dit que tu ne vas pas te faire harceler dans un autre collège? Donc en fait, ce que vous dites là, c'est que finalement, parce que cet enfant, il a peut-être été détecté par ce type de radar un peu non-verbal par les enfants comme vulnérables, et que si on change de collège à l'instant T, ça ne va pas changer la donne. Non seulement ça ne va pas la changer, vous avez mille fois raison, mais en plus de ça, qui est plus vulnérable qu'un enfant ou un adolescent qu'on a changé d'établissement pour lui éviter du harcèlement, Oui. au moment où il arrive le jour de la rentrée dans la cour. Donc, je veux dire, la vulnérabilité, elle est en effet multipliée. Et donc, pour répondre à la deuxième question, je pense que en effet, savoir gérer des comportements problématiques, c'est-à-dire des comportements qui mettent en cause notre intégrité physique ou psychique ou morale, c'est une compétence. Alors, pardon, allez-y, je vous en prie. Je veux dire simplement, c'est que je crois que les enfants, quand ils viennent à l'école, au collège, au lycée, ils viennent pas seulement apprendre l'histoire géo ou l'anglais. En fait, ils viennent aussi apprendre ce qu'on pourrait qualifier de grammaire relationnelle, parce qu'on est plus ou moins doué, tout comme en grammaire tout court, on est plus ou moins apte en fait à utiliser cette grammaire relationnelle. Et je crois que pour l'instant, l'institution n'est pas capable de répondre à cette demande. C'est-à-dire que des enfants qui, en effet, ont des difficultés au niveau relationnel, on ne sait pas les aider. Et du coup, selon vous, un enfant harcelé, est-ce que finalement ça peut créer, si c'est lié à la vulnérabilité, est-ce que ça peut laisser des traces de vulnérabilité telles que après dans le monde, je sais pas, du travail, parce qu'il y a aussi du harcèlement dans l'entreprise, est-ce que ça peut mettre en place une mécanique délétère de harcèlement en fait? Oui, c'est-à-dire qu'en effet, comme je le disais, donc si en effet les apprentissages ne sont pas faits de cette capacité à gérer les comportements problématiques, les apprentissages, ils sont pas là. Or, des comportements problématiques, comme vous le dites très bien, il y en a partout, malheureusement. Je suis vraiment navrée, mais j'aimerais bien qu'il y en ait moins, mais il y en a quand même partout. Il y en a au niveau professionnel, mais aussi au niveau du couple, par exemple, et aussi au niveau de groupes sociaux, où souvent on a le même ami, entre guillemets, qui est toujours un peu la cible des moqueries des autres. Je veux dire, et très souvent, nous sommes référents santé au travail, enfin souffrance au travail dans mon département. La plupart du temps, les consultations commencent par des gens qui, en effet, se font harceler dans le monde du travail et qui disent « depuis toujours ». Parce que en effet, et ça c'est pas du tout mon avis, il se trouve que en plus je l'étaye d'un point de vue clinique, mais c'est documenté de façon très claire, c'est-à-dire que les études montrent de façon longitudinale que en effet des personnes qui ne se sont pas sorties de ces spirales de harcèlement par leurs propres moyens, pour lesquels en fait le harcèlement a cessé parce que le lycée a cessé ou parce que voilà ils ont changé de lieu, sont des gens qui sont infiniment vulnérables comme vous le dites et qui ne savent toujours pas faire. Et donc ce qui a été prouvé, c'est qu'ils avaient plus de maladies chroniques que la moyenne, qu'ils avaient plus de difficultés à trouver un travail que la moyenne, qu'ils avaient plus de difficultés à s'engager dans une relation sentimentale que la moyenne. Donc on est en train de parler d'un enjeu de santé publique. On n'est pas juste en train de parler de chamaillerie entre enfants en effet. Et alors,
justement, donc vous parlez d'un problème de santé publique, c'est aussi grave que ça? Oui, c'est aussi grave que ça parce que on a vraiment quelque chose qui, de mon point de vue, est assez angoissant et qui, pour l'instant, n'est pas tellement pris en considération, me semble-t-il. C'est que c'est de plus en plus une omerta, en fait, le harcèlement en milieu scolaire. C'est-à-dire que on nous a beaucoup vanté cette idée que tout à coup, depuis une dizaine d'années, la parole se serait libérée. Moi, je pense que c'est faux. Je pense que la parole s'est libérée du point de vue des adultes, ou du côté des adultes, mais pas du tout du côté des enfants et des collégiens. Les collégiens n'en parlent pas. Et les chiffres que vous avez évoqués en début d'émission sont, de mon point de vue, complètement faux. Enfin, et c'est pas du tout de votre faute. Non, non, mais alors pourquoi faux? Parce que quand on explique à n'importe quel professionnel de l'enfance qu'il y a plus de situations à risque en primaire qu'au collège, vraiment, c'est une plaisanterie. Ah Je veux oui. dire, évidemment que le collège, c'est la zone la plus risquée, la plus cruelle et la plus intense en matière de harcèlement. C'est une évidence absolue. Et au fond, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, pour les raisons que je viens de dire, les collégiens, lorsqu'ils sont interrogés dans l'enceinte scolaire par le ministratal, enfin en tout cas dans ce dispositif-là, avec des questionnaires dont on prétend qu'ils sont confidentiels. Et moi, tous les enfants que j'ai reçus à ce moment-là en consultation m'ont dit mais c'est pas du tout confidentiel en fait, ça circule dans la salle, dans la pièce, le temps de remonter au prof. Or, les collégiens, il y a un biais qui est un biais bien connu de cette population-là, qui est le biais de désirabilité sociale, qui est extrêmement important, et ils ne veulent pas admettre qu'ils sont harcelés, et ils ne veulent pas que les adultes sachent qu'ils sont harcelés. Et c'est tout notre problème quand je parlais d'omerta. C'est-à-dire que il y a une chercheuse qui a sorti un livre qui s'appelle À l'école des mauvaises réputations. Elle s'appelle Margot Déage. Et elle identifie un chiffre qui, de mon point de vue, est glaçant et qui devrait vraiment nous faire réfléchir, c'est que 64% des collégiens considèrent que les adultes ne savent pas gérer une problématique de harcèlement. 64%. Ah oui, c'est énorme, c'est énorme. Mais je pense qu'ils se trompent pas. Enfin, je pense que les adultes ont réagi très mal, surtout quand c'est nos enfants. Mais pourquoi ils savent pas en fait? Aujourd'hui quand même, on en parle. Comment se fait-il que des adultes responsables ne puissent pas casser un harcèlement? C'est la question que je me pose. Hein. Oui, moi aussi. D'accord. Je pense que parce que vous l'avez dit, c'est une thématique qui génère énormément d'émotions, à juste titre, des émotions négatives et très intenses, à la fois chez les parents, comme vous disiez, à la fois chez les équipes éducatives, chez tout le monde en fait, d'une certaine manière. Tout le monde est très indigné, tout le monde est très en colère, tout le monde est très inquiet. Enfin, et du coup, quand on prend des décisions uniquement en s'appuyant sur des émotions, elles sont souvent assez binaires, vous voyez, elles sont souvent un peu manichéennes presque d'une certaine façon. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là avec, à mon avis, assez peu de recul scientifique, assez peu de rigueur analytique et beaucoup d'émotions. Et moi, je pense que les enfants et les adolescents harcelés méritent en effet mieux que nos émotions. Mais pour ça, il faut prendre le temps d'analyser, il faut sortir un peu du champ émotionnel. Et puis surtout, il faut faire quelque chose que les adultes ne font pas en cette matière, et comme en d'autres d'ailleurs, c'est qu'il faut s'accroupir à côté des enfants harcelés. Il faut pas regarder ça de notre regard d'adulte avec nos codes à nous, parce qu'ils ont pas les mêmes codes que nous. Et nous, vraiment, notre métier consiste à nous accroupir, et j'emploie ce terme sciemment, de nous accroupir à côté des enfants et des adolescents harcelés pour comprendre exactement ce qu'ils sont en train de vivre, pour en se mettant dans leur basket d'une certaine manière, trouver en effet des solutions pour qu'ils fassent changer l'inconfort de côté. Parce que et ça, c'est vraiment sans doute quelque chose d'extrêmement important et qui est un impensé et qui explique le fait qu'à mon avis, on s'en occupe mal. L'impensé, c'est que l'émotion chez l'enfant harceleur, chez l'adolescent harceleur, l'émotion qui prédomine au moment où il harcèle, c'est le plaisir. C'est un plaisir tout à fait immoral, parfaitement cynique. C'est un plaisir dont on n'a pas envie que il soit un carburant pour nos enfants et nos adolescents, évidemment. Mais c'est un plaisir qui a assez peu d'équivalent. C'est vraiment ce plaisir un peu narcissique quand on perçoit l'impact considérable qu'on a sur le quotidien de quelqu'un d'autre. Souvent d'ailleurs parce que en plus c'est évidemment alimenté ou amplifié par une meute ricanante. D'un autre côté, ce qui
est le carburant du harcèlement, en fait, c'est la souffrance de l'enfant harcelé. C'est la souffrance de l'enfant harcelé qui crée le plaisir du harceleur. Et quand on repart de notre définition du début, je crois que une des réponses, c'est que l'institution essaye beaucoup pour rééquilibrer, de faire tomber l'enfant harceleur en lui disant arrête de faire ça, sois gentil, tu vois bien que ça lui fait du mal, c'est vraiment nul ce que tu fais, etc. Ce qu'on fait beaucoup depuis des années. Mais avant que cette moralisation soit aussi intense que le plaisir qu'il éprouve, il va se passer du temps. C'est pour ça que nous, on a plutôt tendance, pour rééquilibrer, à se mettre du côté de l'enfant harcelé pour le faire monter au niveau du harceleur, pour rééquilibrer cette relation. Et je pense que quand, en effet, on rééquilibre cette relation en lui donnant les outils pour faire changer l'inconfort de côté, là, on parvient à rééquilibrer de façon... Alors, oui, dans votre démarche pour outiller les enfants pour faire face à leur harceleur, vous avez raconté une expérience qui m'a beaucoup frappée. C'est-à-dire que vous étiez en consultation avec un enfant, vous le racontez dans vos vidéos, et puis en fait, vous lui avez donné un genre de réponse un peu prépackagée. C'est le petit garçon qui s'appelle Ernest et qui se fait embêter par un petit garçon qui s'appelle César. Et voilà, il avait une petite phrase à sortir, et en fait, finalement... Mais il n'a même pas eu besoin de le dire parce que juste le fait d'avoir un outillage dans sa boîte à outils, il n'a même pas eu besoin de sortir l'outil que déjà, ça se sentait en fait qu'il était à l'aise. Ça, j'ai trouvé ça assez incroyable. Oui, alors en fait, c'est vraiment très intéressant qu'on en parle parce que c'est le cas d'Ernest, en effet, mais c'est le cas de 50% dans nos consultations, de 50% des enfants qui viennent en consultation, qui soient d'ailleurs enfants ou adultes, parce que nous aussi on outille des adultes, parce que dans le monde professionnel, parfois il faut être outillé, et donc il n'est pas rare que le matin on outille une petite fille de CE2 et que l'après-midi on outille une employée d'une entreprise quelconque contre son chef faillon. Donc en fait, vous avez raison de le dire, c'est-à-dire que le simple fait de savoir comment gérer ce comportement problématique, de comment savoir faire preuve d'autodérision, puisque l'autodérision, je pense que c'est important de bien le dire, est vraiment l'élixir magique contre lequel le harcèlement bute, parce que quand on est capable d'autodérision, quand on est capable de se moquer de soi-même, il y a beaucoup moins de place pour que les autres le fassent, et aussi parce que quand on fait preuve d'autodérision, eh bien le carburant dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la souffrance de l'enfant harcelé, n'est plus exprimé, et du coup le harcèlement a beaucoup moins d'intérêt d'une certaine façon. Et cette autodérision, elle est complexe parce que il faut savoir faire preuve d'autodérision sur un sujet qui souvent génère beaucoup de souffrance. Les harceleurs ne choisissent pas par hasard le sujet sur lequel ils vont harceler leur victime. Donc ça demande beaucoup de courage aux enfants harcelés, mais une fois qu'ils ont compris le mécanisme, et en l'occurrence Ernest était extrêmement satisfait de la stratégie que nous avions élaborée ensemble, je les invite en effet à s'entraîner avec leurs parents pour que en effet cette stratégie fuse de la façon la plus... Mais lui, quand il revient en consultation, vous avez raison, il est absolument déconfit parce qu'il n'a pas pu mettre en œuvre ce qu'on avait proposé puisque le harcèlement s'est arrêté. Oui, et puis vous disiez aussi que dans autour de la dérision, alors là, plus l'autodérision, mais tourner en dérision aussi le harceleur, fait que la meute autour le trouve un peu ridicule, en fait, le harceleur. Enfin, c'est l'autre exemple que vous mettiez avec un petit garçon qui s'appelle Jean-Paul, et en fait, le Jean-Paul, il dit une phrase pour ridiculiser son harceleur, et les autres, les lieutenants, se mettent à rigoler un peu. Et alors là, ce que vous dites, c'est que ça va devenir très inconfortable pour lui. J'ai trouvé ça assez malin aussi. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est vraiment ça, vraiment très exactement, c'est ridiculiser la posture du harceleur. C'est-à-dire, on va pas aller s'attaquer à l'être du tout, on va aller s'attaquer au processus du harcèlement, en fait, en mettant en évidence que, en effet, c'est pas très, voilà, il y a quelque chose qui est un peu problématique dans cette absolue nécessité qu'il a de harceler, en fait. Et on va, du coup, vous l'avez parfaitement bien dit, on va du coup appuyer sur son talon d'Achille qui est sa réputation, sa popularité. Parce que au fond, de son point de vue, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que sa popularité lui permet de harceler, et le fait même qu'il harcèle renforce sa popularité. Et de ce point de vue-là, c'est un cercle vertueux. Et donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que l'enfant harcelé jette des graviers dans ce cercle vertueux pour le faire dérailler. Et alors, quels conseils donc pourriez-vous donner comme ça aux enfants harcelés et à leurs parents qui nous écoutent? Aucun. D'accord. C'est une question suivante. Non, je plaisante. Ce que je veux dire, c'est que, non, mais c'est hyper important pour moi de dire que
ça est extrêmement sur mesure. Vous voyez, je ne crois pas qu'il puisse y avoir en effet de protocole en la matière, puisqu'on parle de sciences humaines. Ceci étant dit, bien sûr que si, on peut donner des conseils plus généraux. Et si je m'adresse aux parents, je leur dirais dans un premier temps de bien considérer que les enfants harcelés sont extrêmement compétents en matière de harcèlement pour résoudre en fait ces problématiques de harcèlement. Parce qu'on a tendance à considérer institutionnellement et même sociétalement, je dirais, les enfants harcelés comme des petits chatons mouillés qui sont incapables de faire quoi que ce soit et au fond qu'il faut que nous protégions nous en nous mettant entre eux et leur harceleur, ce qui est parfaitement logique, mais ce qui la plupart du temps ne suffit pas, voire aggrave la situation si on ne fait rien de plus derrière. Donc faites confiance aux enfants harcelés quand ils vous disent des choses, quand ils vous disent je ne veux pas que tu ailles voir les parents du mec qui m'embête, je ne veux pas que tu ailles le voir lui-même, etc. Ils savent en fait, eux, pourquoi ils ne veulent pas ça. Ils connaissent beaucoup mieux que nous la problématique du harcèlement. Donc ça, c'est pour les parents. Et puis pour les enfants, moi, je leur dirais, au fond, on n'est pas faible ou fort toute sa vie. Les choses bougent. Et quand on est dans une relation, quand on la tient par un bout, d'une certaine manière, cette relation, on a toujours un impact dessus. Il faut juste trouver un adulte en qui on a confiance et qui va nous aider à faire en sorte que cette relation dysfonctionnelle redevienne fonctionnelle. C'est important tout ça, c'est même fondamental. Et il y a quand même, il nous reste très peu de temps là, il y a quand même des écoles qui ont essayé de mettre des dispositifs en place. Vous avez des suggestions à leur faire, 1 minute? La seule suggestion que j'ai à faire, moi, à l'Éducation nationale, c'est faites évaluer les modalités de lutte anti-harcèlement que vous mettez en œuvre, parce que pour l'instant, ça n'est pas le cas, et c'est quand même extrêmement problématique. Très bien. Écoutez, le message est passé. Oui, on espère que ça arrivera aux bonnes oreilles. Merci beaucoup, Emmanuel Piquet. Oui, merci beaucoup à vous. Et quand vous le souhaitez, dans le studio de Radio J, on pourra continuer à en parler de l'évolution, etc. S'il y a des nouvelles décisions qui sont prises dans ce domaine, vous serez bien sûr la bienvenue. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, bonne journée. Merci Maya. Merci beaucoup. Et on se retrouve comme d'habitude avec les mères de l'espoir tous les vendredis. Et puis il y a aussi le golf qui est... Oui, le golf de la Viso aura lieu le 14 juin. Toutes les informations sur www.viso.fr. Merci à beaucoup. Très vite. Au revoir. Merci. Revoir.